L'histoire nous a appris que le sport a été créé par les hommes, pour les hommes, et que la pratique sportive au féminin a longtemps été décriée. Pourquoi? Simplement parce qu'il y a toujours eu cette certaine représentation normative du corps et de la féminité. Bon, c'est vrai, les temps ont changé, les mentalités ont évolué, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Bienvenue à un nouvel épisode de Nos premiers podiums, le balado de la 55e finale des Jeux du Québec Laval 2022. En passant, la campagne de recrutement de bénévoles vient tout juste de débuter et on vous donnera là, vraiment tous les détails dans le segment Saviez-vous que à la toute fin de l'épisode. Alors, je vous invite à rester avec nous jusqu'à la toute fin. Les stéréotypes sexués, dans le sport et dans l'activité physique, ils sont bien présents aussi et ce sont souvent des éléments qui sont fondés sur des critères objectifs. Par exemple, les différences de capacité physique entre les garçons et les filles, l'engagement différencié aussi entre les filles et les garçons dans les activités et aussi les différences objectives de performance. Mais comment est-ce possible de défaire ces idées préconçues dans le sport par le sport? Parce que oui, le sport peut jouer un rôle hyper important dans cette promotion de l'égalité de genre. Et pour aborder le sujet, j'ai deux invités qui vont certainement pouvoir m'éclairer dans un premier temps, puis aussi me donner un peu d'expérience terrain. La première, elle est une grande défendresse de la place des femmes dans le sport. Elle est professeure titulaire au département d'éducation physique à l'Université Laval. Ses thèmes de recherche ont été les femmes et le sport, l'homophobie en sport et les entraîneurs, entre autres. Elle est également co-directrice du nouveau Centre national sur l'équité des genres dans le sport. Elle est également présidente du conseil d'administration d'Égal Action. Guylaine Demers, bienvenue à Nos premiers podiums. Merci, Émilie. Contente d'être là. J'ai déroulé le tapis rouge pour toi aujourd'hui. Mais ça, là, on va arrêter. Là, moi, ça peut finir là. Je suis correcte. Là. Je me sens bien. Mon deuxième invité va venir partager son expérience terrain parce qu'il est éducateur physique. Il est également entraîneur-chef de l'équipe féminine juvénile Division 1 de volleyball à l'Académie Sainte-Thérèse. Il a aussi parti le programme La concentration volleyball en 2012 à l'Académie avec un de ses collègues. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a un profil particulier parce qu'il est issu du monde du hockey. Il a d'abord été entraîneur et ensuite est devenu entraîneur de jeunes garçons de niveau atome double lettre. Patrick L'Espérance, merci de te joindre à la discussion. Merci de l'invitation. Tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. Et Patrick, je me permets de poser la première question à Guylaine parce que ça fait des années qu'elle travaille, qu'elle recherche sur le sujet. Et moi, j'aimerais avoir un portrait d'ensemble de la situation actuelle. Je sais qu'à elle seule, avec cette question-là, elle pourrait combler notre 30 minutes. Mais Guylaine, à quoi ça ressemble la situation actuelle? Bien, comme on s'en attend, la participation des filles en sport est moindre que celle des garçons. Les dernières statistiques qu'on a, en fait, le hasard a fait qu'on a ramassé des données juste avant la pandémie, donc pour la saison 18-19. Et pour le sport fédéré au Québec, on a 36 de filles qui font partie donc d'un sport qui est organisé par les fédérations, ce qui représente à peu près 56 000 filles sur un total de 168 000 jeunes. Et là, je parle du sport fédéré. Si on regarde par rapport à l'abandon de la pratique sportive, évidemment, en vieillissant, et les garçons et les filles lâchent le sport. Donc, plus on vieillit, moins on en pratique. Mais cet abandon-là est beaucoup plus prononcé chez les filles. Alors, de façon, disons, globale, il y a une fille sur 3 qui va lâcher le sport comparativement à un garçon sur 10. Alors, on voit qu'il y a vraiment des écarts importants. Puis, évidemment, le plus gros moment pour l'abandon, c'est à l'adolescence, où là, déjà même à la fin du primaire, l'entrée au secondaire, là, les filles abandonnent la pratique sportive de façon assez importante. Patrick, de ton côté, toi, ça fait quelques années que tu es éducateur physique. D'abord, tu as eu une formation en communication, puis ensuite, tu es allé en éducation physique. Qu'est-ce que tu remarques dans tes cours? Est-ce qu'il y a des tendances? Est-ce qu'il y a des changements au fil du temps? Ben, c'est sûr que les petits gars pas mal plus actifs que les filles en général. Puis moi, c'est une perception que j'ai, mais dans mes groupes juste de filles, je suis capable de leur faire beaucoup de sport. Puis ils vont embarquer beaucoup, beaucoup, beaucoup quand j'ai un groupe juste de filles en concentration. Mais je fais d'autres sports aussi en fin d'année. Puis les filles vont avoir du plaisir, puis ils vont embarquer là-dedans. Versus en cours d'éducation physique,
où les groupes sont mixés, souvent les filles vont avoir un petit recul, un pas de recul, ils vont se retirer naturellement. Là, je généralise, là, c'est pas toutes les filles, il y en a qui vont être à 100% Ouais. puis ils vont bien aimer. Mais ouais, généralement, là, dans les groupes mixés, plus les niveaux avancent. Secondaire 1, sixième année, secondaire 2, c'est moins pire. Puis plus les âges avancent, plus les filles se retirent dans les cours d'éduc. Faut les pousser un peu plus. Là. C'est pas inné. C'est intéressant parce que souvent, justement, on va parler de cette mixité-là en sport en bas âge. Tu es peut-être en train de me dire qu'en bas âge, ça a peut-être sa place, mais que quand tu arrives à un certain âge, j'aurais tendance à dire l'adolescence, c'est peut-être Ouais. pas la solution, Guylaine. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Bien, en fait, la mixité, c'est pas bon ou mauvais en soi, hein, c'est le contexte dans lequel on le place. Puis d'ailleurs, il y a un groupe de travail qui est en train de se mettre en place, avec certaines fédérations sportives, pour élucider la question. Mais, je dirais que le déterminant important, c'est comment les filles et les garçons sont socialisés dès leur très jeune âge. Alors quand on a, une fille qui a été socialisée dans une famille qui était peu sportive ou pas sportive du tout, qui a pas nécessairement été encouragé à, en fait, à expérimenter parce que c'est un peu ça, hein, quand on regarde, en fait, il y a des études vraiment intéressantes où on a regardé comment les parents réagissent, sur le terrain de jeu. Tu sais, tu vas dans un terrain de jeu de la municipalité, puis là, tu regardes les parents selon qu'ils ont un petit garçon ou une petite fille, puis le genre d'interaction qu'ils ont avec leur enfant. Et avec les filles, c'est encore beaucoup: «Hi, attention, va pas trop vite, monte pas trop haut, tu vas te faire mal», tu sais? Alors que le garçon, ça va être complètement le contraire. «Vas-y, tu es capable, tu peux-tu monter un petit peu plus haut? Ah ouais, tu es capable, tu vas-tu» alors déjà très, très tôt, la fille, la petite fille, dans certains contextes, apprend qu'il faut qu'elle fasse attention et qu'elle soit réservée. Alors elle apprend pas à utiliser son corps dans l'espace, à tester ses limites, alors que le garçon va avoir cette opportunité-là. Et on voit déjà les différences pour les filles qui sont venues au monde dans une famille où c'est déjà très sportif. Alors, les filles qui ont eu des grands frères, qui les ont amenés partout et tout ça, ces filles-là, dans un contexte mixte, il n'y en aura pas de problème. Alors, ce Oui. qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas que les filles, par exemple, sont pas compétitives ou qui ont pas le goût, c'est qu'elles n'ont pas appris, oui, à être compétitives, mais aussi à utiliser leur corps dans l'espace puis à savoir c'est quoi les limites que j'ai. Alors, c'est sûr que quand j'arrive en éducation physique, où là, c'est toutes les filles et tous les garçons qui sont là, peu importe que tu aimes le sport ou pas, ben, là, les différences, on va vraiment les remarquer par rapport à ce bagage-là, qu'il y a beaucoup de filles qui malheureusement auxquelles elles n'ont pas eu accès, là. Oui, parce que tout Puis, le monde arrive avec un bagage différent. Vas-y, Pat. mais tu dirais-tu aussi peut-être la peur de l'échec? Tu sais, comme tu disais dans le Oui. parc, là, fais attention. Mais tu sais, manquer, se tromper, tomber, se relever, ça fait partie d'eux. Tu sais, si depuis qu'ils sont jeunes, ils n'ont pas le droit de pousser les limites, puis de manquer, puis de faire une erreur, ça va Absolument. se répertorier un peu plus loin. Hein. Oui, absolument, puis, d'ailleurs, je suis sûre qu'on va pousser un peu plus là-dessus, là, sur la qualité de l'expérience, mais tu as tout à fait raison, quand on a des attentes, et même chose pour le garçon, il apprend très tôt qu'est-ce que ça veut dire être un gars, par exemple, tu sais, c'est stéréotypé, mais c'est encore vrai pour une majorité d'entre eux que le garçon va apprendre très rapidement qu'il faut qu'il soit solide, il a pas le droit d'être faible, il a pas le droit d'exprimer trop ses émotions parce que c'est pas ça être un vrai gars. Alors malheureusement, c'est encore présent, ce qui fait que à la fois le garçon va apprendre à être tough puis à pas rien montrer, puis la fille, ben, comme effectivement elle a pas eu ces occasions-là de tester ses limites, ben oui, peut-être que l'échec, il y en a pas eu tant que ça. Alors, c'est ce qui fait qu'effectivement, quand ça arrive, ben peut-être que ça fait plus mal un petit peu, à l'estime de soi. Tout à fait. Mais qu'est-ce qui fait justement qu'on s'accroche à ces vieilles mentalités-là? Parce que d'entrée de jeu, je disais oui, il y a un travail immense qui a été fait, mais je pense qu'il y en a encore tout autant qui est à venir. Pourquoi on s'accroche à ces idées-là, même si on sait qu'ils sont un peu démodés? Puis tu sais, le plus bel exemple, regardez le nombre de médailles olympiques qui a été remporté par le Canada durant les Jeux de Tokyo. Ça a été en grand nombre des médailles qui venaient d'athlètes féminines, ce qui veut dire que nos athlètes sont compétitifs, nos athlètes s'entraînent fort. Moi, c'est ça mon interrogation. Pourquoi on s'accroche à ces vieilles mentalités-là? On est rendu ailleurs, non? Ben, oui, on est rendu ailleurs, mais en même temps, on est encore vraiment socialisé,
qu'est-ce que c'est qu'être un gars, qu'est-ce que c'est être une fille. On l'apprend très tôt, qu'est-ce qui est attendu de nous en fonction qu'on est un gars ou une fille. Tu sais, va chez Walmart, là, puis tu trouves tout de suite la liste de jouets de filles. Pourquoi? Parce que c'est rose puis mauve. Parce que les vélos de filles, c'est écrit la princesse, puis les vélos de gars, c'est écrit le guerrier. Puis c'est en noir, puis des couleurs flash. Alors, très tôt, même les jouets sont stéréotypés. Tu sais, alors, se défaire de ça, là, c'est vraiment complexe parce que ça touche la publicité, le marketing, les jouets, qu'est-ce que les parents vont valoriser auprès du fait que ce soit une petite fille, un petit gars. Puis dans notre contexte en sport, c'est que le sport de tout temps a été le véhicule par excellence pour apprendre aux petits gars à être des vrais gars. Tu sais, c'est quoi être un vrai gars? Puis c'est encore ça. Ça commence à changer, mais écoute, tu sais, ça va prendre beaucoup de modèles encore. Ben là, tu sais, je vois Pat, puis je vais lui laisser la parole parce que je pense que les gars ont besoin d'avoir des modèles comme ça pour dire, c'est pas, il n'y a pas une masculinité, mais il y en a des masculinités. Puis c'est correct d'être vulnérable à un moment donné, puis c'est correct d'être triste. Puis alors, d'avoir ces modèles-là, pour moi, ça fait partie de la solution, mais crime qu'en sport, on est encore vraiment ancré dans la vision qu'on a de ce que c'est qu'être un gars puis ce que c'est être une fille, définitivement. Mais moi, je Parce pense que que ça. oui, Ouais, vas-y. non, vas-y, Pat, j'allais justement te relancer, je te laisse aller. Ben, Les je délais de pense que ça. distance, hein? Ouais, c'est ça. Je pense que ça commence à changer un petit peu, mais c'est vrai que c'est pas évident à le changer dans la mentalité de tous, là, mais tu sais, chez nous, en tout cas, là, nous, je parle jamais gars-filles. Des fois, je vais amener des exemples aux filles, des comparaisons pour leur faire réaliser qu'ils sont en train de s'auto-limiter eux autres. Tu sais. Parce que je leur montre, regarde les gars, qu'est-ce qu'ils font, mais c'est ça que je te demande de faire. Tu as le droit de manquer, essaye. Là, je veux juste que tu essaies de sauter ton plus haut et frapper plus fort, même si tu frappes dans le net ou tu attaques out. C'est pas grave. Là, on est dans un exercice que tu vas manquer, mais repousse tes limites au maximum. Puis, moi, tout est identique pour les gars, pour les filles. Le linge, c'est la même chose. Là, il y a les shorts, les cuissards qui sont différents pour les gars et les filles, là, mais le reste, tout est la même affaire, la même couleur, la même marque. Fait que j'essaie de vraiment égaliser les choses, puis je fais pas de différence entre les deux. Puis s'il y a de quoi même à mon école, les filles en ont un peu plus parce qu'on a comme 2 fois plus de joueuses que de gars dans ce sport-là. Mais je vois des changements. Là, ça fait 15-16 ans que je coach au volley, puis je vois que c'est beaucoup plus accessible, puis c'est beaucoup plus valorisé, en tout cas chez nous, le sport pour les filles. Là. Puis si je fais le parallèle entre ce que tu as vécu quand tu étais dans le monde du hockey un peu plus versus ce que tu vis maintenant dans le monde du volleyball, parce que toi-même, tu as dû apporter des changements à ton approche parce que, tout simplement, parce que. Ouais. Ben, juste le côté verbal, comment on se parle dans une chambre de hockey, comment les coachs nous entraînent. Les mentalités sont différentes. T'as un gars, Je sais pas Guylaine qui est crampée. Guylaine est comme, ouais. un gars, ça triche beaucoup. Hein? Ça va chercher la limite tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le petit gars, il va voir comment je peux faire pour gagner. Si je peux tricher, l'arbitre est dans mon dos, je peux accrocher ou pousser ou partir avant s'il ne me voit pas, c'est parfait. Genre. La fille, souvent, non, la règle, c'est ça. J'ai pas le droit de le faire, je le ferai pas. Fait que, pousse pas les limites, cherche pas trop. Mais là, je sais même plus où je vais en aller. J'ai vu Guylaine Ray, ça m'a En déconcentré. fait, c'est parce qu'on se texte, moi puis Patrick, là, en background pour se lancer des perches. En fait, ce qu'il voulait faire, c'est m'amener sur comment la dynamique d'équipe avec les gars et les filles, elle est différente. Puis l'image que j'utilise souvent, c'est que du côté masculin, c'est vraiment la pyramide où le meilleur est en haut et chaque gars veut aspirer à devenir le meilleur. Et dans la gang, qu'il y en ait un qui soit identifié comme tel, c'est parfait, ça marche. C'est vraiment la structure pyramidale, alors que les filles, j'utilise le cercle, puis même le net, là, cette idée on est tous en lien et de sortir de ça, on n'est pas confortable dans cette situation-là. On veut faire partie de la gang. Et puis d'ailleurs, dans des exemples très concrets, quand on regarde qui on nomme comme capitaine d'équipe, du côté des équipes masculines, c'est le meilleur joueur.
sais, on nommerait C'est ton jamais un scoreur, joueur c'est qui est ton oui. MVP. Alors que du côté des filles, oui, ça peut être la meilleure, mais ça va aussi surtout être celle qui rassemble la gang. Ça va surtout être celle qui est rassembleuse et on verra pas ça du côté masculin. Alors nos critères même de sélection pour le capitaine ou la capitaine d'équipe, ça va être différent, puis c'est lié directement à la dynamique d'équipe. Puis Patrick, tu dû revivre ça également Ben comme même, coach. juste être fier d'eux autres ou fier d'un coup, mettons, là, je prends un exemple au volley, les filles, pour faire un point, tu fais une attaque. Si l'attaque est pas belle, la fille, pas vraiment fière, pourtant, elle fait un point, c'est peut-être le point qui va nous faire gagner le match. Les gars, là, il va compter un but, la balle, la puck va le frapper dans le dos, elle rentre dans le but, il va fêter comme s'il vient de faire le plus beau but au monde. Il va être heureux, là, comme si c'était le meilleur jeu de sa vie qu'il vient de faire. Pourtant, elle l'a frappé dans le dos, il ne savait pas où, il se battait devant le net. Puis la fille, elle va s'auto-dire que c'était pas bon. Au volley, elle va toucher au filet, elle va le dire. Le gars, tu regardes une game de volley, gars, il ne dira pas qu'il a touché au net, là. Il va se battre en mort pour dire qu'il n'a pas touché. Tu sais. Mais Patrick, quand on avait préparé justement l'entrevue, tu m'avais raconté ton anecdote là, après ta fin de semaine de tournoi. Est-ce que tu avais demandé de faire l'exercice d'auto-évaluation que tu avais demandé de faire aux filles? Je trouve que c'est Ouais. c'est une belle façon d'illustrer ces différences-là. Qu'est-ce que tu as fait exactement? Ben, nous, on prend les statistiques des joueurs, là, fait que, surtout à l'attaque. Fait qu'on regarde combien ils ont eu de passes, combien ils ont fait de points avec leurs passes, combien ils ont attaqué des attaques marquantes ou combien ils ont fait d'erreurs. Puis le temps de jeu aussi est pris au complet. Dans une journée, on joue 8, 10, 7 dans la journée. Fait que j'ai ramené les filles en classe, je leur ai demandé de se prendre un papier et un crayon, c'est anonyme. Il n'y a personne qui va les lire à part eux. Fait que je leur ai demandé combien de sets vous avez joué, vous pensez, dans la journée. Combien de balles vous avez eu, combien d'attaques marquantes vous avez faites, combien d'erreurs vous avez faites. Puis après, je leur ai demandé combien vous pensez, c'est qui la joueuse dans l'équipe qui a joué le plus, c'est qui la joueuse dans l'équipe qui a eu le plus de passes, c'était combien son nombre de passes aussi, combien elle a fait d'erreurs. Puis après ça, je leur ai donné leur vrai chiffre. Puis ils étaient tous gênés, ils ne voulaient pas dire leur vrai chiffre. Ils se sont tous diminués, mais de beaucoup. Admettons que la fille qui a eu le plus de passes, elle en a eu 60, bien eux, dans leur tête, ils ont écrit 28. Pour eux, là, combien tu as joué de 7? Ils ont écrit 2, pourtant ils en avaient joué 5. Fait que, ils ont tous diminué les chiffres autant de eux que de l'équipe. Mais tu sais pourquoi ils font ça, les filles? Puis je vais te l'expliquer parce que j'ai joué au soccer. C'est parce que en s'auto-évaluant un peu plus bas, si les chiffres sont plus hauts, ben on va avoir une belle reconnaissance de l'entraîneur puis il n'y aura pas de déception. C'est aussi simple que ça. Est-ce que ça devrait être comme ça? Non, parce que l'autre exemple, c'est la façon dont tu vas expliquer quelque chose à une fille. Une fille va toujours vouloir comprendre pourquoi. Puis ça, je veux dire, je pense que c'est une caractéristique féminine de vouloir comprendre le pourquoi des choses. Chez les athlètes masculins, souvent, c'est pas la même chose. Donne-moi la tâche, je vais la faire et je vais tenter de la faire du mieux possible pour t'impressionner. Là, en partant, ça veut dire que comme entraîneur, tu peux pas avoir la même approche. Non, mais le gars, il va même vouloir te prouver que ce que tu lui dis de faire, il y a une façon meilleure de le faire. Fait qu'il va essayer de te le prouver, peu importe l'âge qu'il a, il va te le prouver. Puis la fille, elle va être fière de te dire, hey, ça marche, ça a fonctionné, ce que tu m'as montré, ça marche, puis nice, merci de m'avoir montré ça, c'est le fun. Puis ça me donne l'opportunité de parler en fait du fait que, tu sais, au Québec, au Canada, puis je vais dire partout dans le monde, là, on est chanceux parce que Égal Action, on a une formation pour les coachs sur les particularités des filles parce que c'est vraiment un morceau qui manque, je pense, dans la formation des entraîneurs, de les préparer parce qu'il faut savoir que au Québec, au Canada, la majorité des filles sont coachées par des hommes. Donc, on a encore beaucoup de chemin à faire pour le nombre d'entraîneurs féminins. Là, au total, tout niveau confondu, on est à 20 quelques pourcents de coachs féminins là, au Québec, là, juste avant la pandémie. Fait qu'on a vraiment des chiffres très, très bas. Alors, la majorité des filles sont coachées par des gars. Ces gars-là veulent faire une bonne job. Ils sont là parce qu'ils ont le goût que ça marche puis que l'équipe ait du succès, etc. Mais il y en a qui sont vraiment démunis. Puis juste l'exemple que tu disais, Amélie, les filles, oui, veulent savoir pourquoi, puis les gars veulent savoir quoi. Dis-moi quoi faire, la fille, dis-moi pourquoi il faut que je le fasse, puis comment le faire. Alors déjà,
c'est minime, mais en même temps, c'est majeur parce qu'on passe notre temps à dire aux athlètes quoi faire en entraînement. C'est ça, tu sais, c'est ça le coaching, là. Et si tu n'es pas prêt à répondre à pourquoi, tu vas t'arracher les cheveux. Si tu ne comprends pas, dans les ateliers, un des modèles qu'on a présenté qui parle beaucoup aux coachs, c'est qu'on explique pour performer dans une équipe de gars, de filles, c'est quoi la différence? Alors, du côté des gars, le gars, il va travailler vraiment fort pour performer, puis là, il va être accepté. Alors, si tu es un bon joueur, tu es accepté. Chez les filles, il faut que tu sois accepté d'abord. Là, tu vas travailler fort puis tu vas performer. Alors, c'est vraiment à l'opposé. L'acceptation du gars va arriver après sa performance, alors que les filles, c'est le contraire. Il faut qu'elles soient acceptées, qu'elles sentent qu'elle fait partie de la gang avant de pouvoir performer. Et si on ne comprend pas ça, puis par exemple, si on tente de mettre une fille sur le spotlight, de dire, tu sais, puis de marcher vraiment comme dans la pyramide, dire celle-là, c'est la meilleure en fin de semaine, on lui donne la balle parce que ça marche. Elle ne sera pas de bonne humeur, puis les autres filles non plus ne seront pas de bonne humeur. Alors, il faut ramener, c'est toujours l'équipe, c'est le travail d'équipe, c'est l'équipe qui va gagner, c'est pas une athlète. Alors que du côté des gars, cette façon de faire-là va marcher davantage, là. Fait que je sais pas, je Mais voyais Patrick. je remarque beaucoup chez les gars, mettons, le meilleur gars, là, il travaille pas super bien et tout, puis on s'en va en compétition. Les autres gars vont demander qu'ils viennent. Parce que leurs meilleurs joueurs, ils veulent, même s'il n'y a pas une attitude super, puis versus les filles, ils ont beaucoup de la misère à comprendre. Ouais, mais elle, pourquoi elle joue? Elle n'a pas une belle attitude, puis ça ne leur dérange pas que c'est la meilleure, puis elle va les aider à gagner. Eux, c'est pas juste. Elle ne travaille pas aussi fort que nous, elle ne met pas autant d'efforts, elle ne met pas autant de sérieux. On ne veut pas qu'elle soit là, même si cette joueuse-là peut les faire gagner. Fait que ça, on le voit beaucoup en bas âge, là, c'est flagrant. Mais ça veut dire vraiment que l'importance justement de cette formation aux entraîneurs, aux éducateurs, elle est primordiale. Puis je sais que Guylaine, toi, à l'Université Laval, c'est quelque chose que tu abordes maintenant. Tu sais, moi, quand j'ai fait mon bac en éducation physique, puis je pense que Patrick, ça a été la même chose pour toi, c'est pas quelque chose qu'on abordait. On abordait l'enseignement en éducation physique vraiment au sens large du terme. Et effectivement, il y a de très, très grandes différences. Et moi, en toute honnêteté, c'est ce manque d'enthousiasme-là vis-à-vis le sport des filles qui m'a fait réaliser que j'étais peut-être pas dans la bonne branche parce que je faisais partie de ce petit groupe-là de filles qui aimaient tellement le sport puis qui en avaient jamais assez que là, ben, je me suis retrouvée vraiment devant, OK, changement de génération, les mœurs changent, les filles sont pas motivées de la même façon, moi, ça a été ce qui m'a vraiment fait me décourager de mon métier. Alors, c'est pourquoi je pense que cette formation-là, Guylaine, que vous donnez maintenant, elle est vraiment primordiale. C'est déterminant parce que tu vois, les études qu'on fait, parce que tu sais, on veut comprendre quand les filles abandonnent la pratique du sport, on leur demande, tu sais, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Puis dans les facteurs déterminants, c'est la qualité de l'expérience. Tu sais, c'est un peu, ça semble une évidence, mais en même temps, quand on n'y pense pas, puis qu'est-ce qu'elles mettent là-dedans? C'est l'encadrement qu'elles reçoivent, donc le coaching qui n'a pas été adéquat, tu sais, que ça ne rencontrait pas les besoins qu'elles avaient. Les filles vont souvent dire que le sport n'est pas conçu adéquatement pour les filles parce que justement, peut-être qu'on axe tellement sur la compétition, la performance à tout prix, puis ultimement, les filles sont peut-être d'abord là pour socialiser. Puis en plus, on le sait, quand on fait du sport scolaire, bien là, on ne gagnera pas notre vie avec ça, là, tu sais. Puis il y en a plusieurs qui, après le secondaire, ça va être la fin de leur carrière de sport organisé. Il y en a qui vont se rendre au cégep, mais après le cégep, là, pour la majorité, ça va être fini. C'est vraiment là, vraiment une minuscule minorité qui va se rendre à l'université. Alors, et puis aussi, tu sais, quand je rencontre les coachs puis je leur donne la formation, en coaching, l'ego du coach, il est là quand même. Tu sais, quand ton équipe perd souvent, ben ton ego, il goûte un peu, puis il y en a qui ont beaucoup de difficultés à gérer cet aspect-là, de dire: «Ben oui, mais on a perdu, mais les filles ils ont trippé pendant le tournoi en fin de semaine, tu sais, on a eu du fun, puis ça a marché», de dire: «Waouh, j'ai fait ma job, c'est parfait, ces filles-là, ils vont rester en sport toute la vie». Tu sais, on a perdu. Fait que des fois aussi, comme entraîneur, je pense que l'ego, puis je veux pas dire Patrick n'a pas d'ego, là, il est tout petit, là, mais tu sais, ça a un impact quand même. Mais c'est la formation, là, je ne l'ai pas suivie, la formation de Guylaine, mais j'aimerais vraiment ça, la faire puis en discuter encore plus longtemps parce que
j'apprends encore, là, après 15-16 ans, j'apprends beaucoup, beaucoup, beaucoup à toutes les années, puis je change ma façon de parler puis de coacher aussi. Je le fais moi-même, mais on se parle beaucoup, nous, entre coachs dans notre région puis dans notre club. Mais c'est pas évident. Tu parles pas pareil, puis comme tantôt, on parlait de le hockey, le background que j'avais, le vocabulaire, il faut qu'il change. Les attentes doivent changer aussi. Puis c'est très vrai ce que tu dis. Souvent, on voit les coachs, on dirait que c'est lui qui vient de perdre, tu sais, mais c'est pas grave. Gagner, perdre, c'est plus mon objectif quand j'embarque, quand je vais dans un tournoi. C'est pas ça que je veux. Tu sais, je veux que les filles travaillent de la bonne façon, essayent de faire les choses de la bonne façon, puis je vais être très satisfait, peu importe victoire ou défaite, mais c'est un apprentissage, puis il faut changer ça. Puis c'est surtout que, tu sais, comme éducateur physique et comme entraîneur, tu as tellement une relation privilégiée avec tes athlètes et surtout en contexte scolaire, tu sais, je ne sais pas combien de fois par semaine vous vous entraînez, mais tu es souvent avec ce groupe-là. Puis, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup d'athlètes qui, une fois qui ont pris leur retraite, vont garder contact avec leur entraîneur parce qu'ils ont fait vraiment une différence dans leur vie. Fait que, tu sais, si toi, le passage dans la vie de tes athlètes actuellement, ben ce sera de leur avoir appris ces choses-là. Tu auras fait, tu sais, check dans ta boîte, puis tu auras fait une bonne partie de ton travail. Fait que je pense aussi qu'on a tout avantage à la donner, cette formation-là, et à l'offrir, et surtout à en parler. Tu sais, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'elle existe en ce moment, cette formation-là, puis elle est nécessaire. Ouais. Absolument. Puis je peux dire, là, pour l'avoir offert à plusieurs reprises, premièrement, c'est la formation qui nous est la plus demandée. C'est vraiment celle qui est en demande parce que, bon, on le sait, c'est la majorité des coachs, la majorité des filles sont coachées par des hommes. Alors, et puis moi, ce que j'ai vu, tu sais, Patrick, il disait que ça a changé. Oui, puis je dirais que ce qui a le plus changé, c'est vraiment un désir sincère des coachs masculins de faire une bonne job, puis ils veulent comprendre c'est quoi l'expérience des filles? Parce qu'eux, ils arrivent avec leur bagage en sport masculin, là. Tu sais, c'est sûr, ils ont fait du sport masculin, ils ont été coachés par des hommes. Fait qu'ils arrivent avec ce bagage-là en pensant que l'image qu'ils ont du bon coach va fonctionner. Puis souvent, là, ça marche pas, là. Ça accroche, puis ils comprennent pas nécessairement qu'est-ce qui se passe. Et ce désir-là, moi, je trouve ça vraiment, c'est super que ces gars-là, ces hommes-là veuillent vraiment faire en sorte que ça marche bien pour les filles. Alors, la formation, elle est, si vous allez sur le site d'Égalaction, égalaction.com, vous pouvez la demander. Vous pouvez vous mettre un groupe de coach, un groupe d'organisation, une association, peu importe. Mais vous ne serez pas déçus, c'est sûr. Puis, au bout du compte, dites-vous que c'est les filles qui vont en bénéficier. Puis, peut-être que ces filles-là vont rester accrochées au sport plus longtemps que d'arrêter lorsqu'elles arrivent à 12, 13, 14 ans, là. Et possiblement devenir entraîneur, parce que je sais que, Pat, c'est un peu Oui. toi ce que tu essaies de faire avec tes anciennes joueuses. Puis ça, c'est cool. Ouais. Ouais, on essaie vraiment de trouver des solutions. Tu sais, on pense à plus long terme, là. C'est sûr que quand ils ont fini de jouer, ils ont fini l'université, ils commencent à penser à avoir une famille. C'est un peu tough, là, nous, des avoir 2-3 semaines, plus des fins de semaine. On essaie de trouver des solutions pour peut-être que ça tombe à un soir semaine ou que ça soit dans le jour, peu importe. Mais moi, je veux tout le temps que les filles reviennent. Là. Puis ma paye, tu en as parlé tantôt un peu, mais en fin de semaine, on joue à Sherbrooke. Puis j'ai 2 anciennes qui jouent pour Sherbrooke, qui sont venus me voir, puis ils sont assis dans les estrades avec nous, puis jaser. Fait que c'est ça, c'est un peu ma paye. C'est ce que je dis à nos entraîneurs. Des fois, tu n'as pas la reconnaissance tout de suite dans le gym. Puis il ne faut pas que tu coaches pour la reconnaissance après ta pratique ou après ton tour. Ça va venir, si tu es là pour les bonnes raisons, si tu es là pour eux, tu leur donnes ton 100% pour les filles, puis tu es très honnête. Reconnaître nos erreurs, reconnaître tu n'as peut-être manqué une, ou c'était pas le bon exercice, ou c'était pas le bon changement, peu importe. Puis leur dire d'être franc avec les filles, c'est très, très, très payant. Puis ça va te le ramener plus tard. Fait que j'ai beaucoup d'anciennes qui coachent, je suis vraiment content. Puis je sais pas, tantôt Guylaine a parlé, ça me faisait penser à des choses là, pour l'après, la petite pyramide, mais je sais pas si les filles, ce que je ressens souvent, c'est que dès qu'il n'y a pas l'élite, je suis pas dans la plus grosse catégorie où souvent l'abandon vient vite. C'est comme un désaveu ou un déshonneur de jouer dans une catégorie inférieure. Tu sais. Je regarde les sports masculins, il y a du D1, D2, D3 au foot, tu sais, puis ils sont fiers de représenter l'équipe, même si je ne suis pas en division 1. Ben, c'est ce que j'essaie d'amener, moi, dans mon école. Là, peu importe ton équipe, c'est pas grave, tu es dans quelle catégorie, tu joues pour toi parce que tu aimes ça, tu es avec tes amis, tu veux te dépasser, bouger. Je joue pas pour la catégorie que tu es, je joue pour toi. Tu sais. Je joue pas pour tes parents, fais-le pour toi. Okay. Non, bien, en fait, c'est ça. La clé, ça revient exactement à ce que vous réussissez à faire, je pense, c'est
de créer la qualité d'encadrement dont les filles ont besoin, qui fait qu'ils restent, puis ton programme a pris de l'expansion. Tu sais, tu dis, vous avez pas mal plus de filles qui jouent que de garçons aussi. Là, tu sais, fait que c'est sûr que ça a pris du temps, mais en fait, je pense que je vais t'utiliser comme ressource là, pour, pour venir parler à En d'autres coachs. 2012, on avait 38 filles, puis là, on est rendu à 122 à peu près. Là. Fait qu'en 10 ans, on Fait que a monté. chapeau. Non, 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 c'est super. En terminant, puis je sais que ça aussi, c'est le genre de question, Guylaine, que tu pourrais partir sur un autre 30 minutes, mais on va essayer juste de la boucler ou peut-être juste d'en rappeler l'importance, mais la visibilité, accroître la visibilité du sport féminin. Tu sais, on le sait, il y a plein de sports féminins qui n'ont pas de ligue professionnelle encore au Canada, puis c'est un éternel combat. Les télédiffuseurs n'achètent pas beaucoup le sport féminin non plus parce que c'est pas des revenus qui sont payants. Tu sais, c'est une grosse business, surtout quand on rentre dans le marketing sportif, mais je regarde, tu sais, je pense à une Caroline Ouellette qui vient d'être intronisée au Temple de la Renommée, qui maintenant redonne à son tour en étant entraîneur. Tu sais, enfin, les filles qui embarquent sur la glace, sur le terrain de soccer, ont des modèles féminins et ça, je pense que ça va faire aussi une immense différence à long terme. Oh mon Dieu, clairement. Parce que même les filles qui lâchent le disent souvent, c'est qu'ils n'ont pas de modèle, ils ne voient pas, tu sais, jusqu'où ils peuvent aller, ils ne peuvent pas s'identifier vraiment. Et pourtant, là, c'est merveilleux, tu sais, on voit, entre autres, l'équipe de soccer qui a gagné la médaille d'or à Tokyo. Tu sais, écoute, je suis allée voir, ils sont venus à Montréal jouer pour leur Celebration Tour. Et la quantité de jeunes filles qu'il y avait dans les estrades, c'était astronomique. La quantité de jeunes filles qui attendaient après le match pour avoir une signature. Puis écoute, Christine Sinclair, maintenant, elle enlève un de ses souliers, elle l'autographe, puis elle le donne à une petite fille. Écoute, Christine Sinclair, c'est une déesse. Là. Je me dis, wow, enfin, les filles ont ces modèles-là. Mais malheureusement, encore, comme tu dis, c'est très, très peu médiatisé. Ça commence. CBC Radio-Canada, comme c'est un diffuseur public, s'est engagé en fait à une diffusion équitable homme-femme. Donc, on commence à voir plus de sport féminin. Mais ça reste que les gens qui sont habitués de regarder du sport, c'est pas à Radio-Can qui vont. À part des Olympiques, là, on va à RDS, à TSN, à Sportsnet, peu importe. Alors, il y a encore un travail. Le Comité international olympique pousse beaucoup pour les villes hautes. Dans la diffusion maintenant, il y a vraiment un travail important parce que là, bon, à Paris, ça va être les premiers Jeux de l'histoire complètement égalitaires par rapport à la participation. On va vraiment avoir 50 de femmes et 50 d'hommes athlètes. On ne parle pas des coachs, mais en tout cas, athlètes, c'est super. Mais là, ils se sont assurés. Maintenant, dans les contrats, c'est que qu'il y ait des grandes finales féminines aussi aux heures de grande écoute. Tu sais, c'est pas tout d'avoir le même nombre d'épreuves et de disciplines, mais si toutes les finales de filles sont à 3 heures du matin puis celles des gars à l'heure de grande écoute, après ça, on dit ah, mais le monde ne sont pas intéressés au sport féminin. Parce que c'est quand est-ce que tu as diffusé là, le sport féminin. Fait que, tu sais, il y a beaucoup d'enjeux encore, mais ça commence à bouger. Puis pour moi, l'argument de dire que le sport féminin, ça intéresse pas le monde, là, je m'excuse, mais tu sais, j'étais allée voir le match des filles, puis il y avait 12 000 personnes, puis il faisait fret, il ventait, il pleuvait, c'était une journée de marde, et le monde se sont déplacés à la Coupe du monde de soccer. J'adore ton honnêteté, Guylaine. Non, mais c'était vraiment... J'ai des photos, là, tu sais, on est toutes là, gars. Puis, tu sais, la Coupe du monde de soccer qu'on a reçue ici, moi, j'étais au stade avec 55 000 personnes pour voir un match de... Tu sais, moi, j'hallucinais, là, c'était... Puis là, après ça, disent que ça n'intéresse pas le monde. C'est pas vrai. Quand tu en parles, les gens s'intéressent. C'est sûr que si tu n'en parles pas, le monde ne savent même pas que c'est là, fait qu'ils ne s'y intéressent pas. Fait que c'est tout le temps l'œuf ou la poule. Mais non, je suis plutôt du genre let's go, ça intéresse les gens. C'est pas vrai que ça n'intéresse pas les gens. Pat, tu regardes-tu le sport féminin, toi? À part de le coacher? Comme Guylaine a dit, il y en a pas énormément. Il faut aller sur Internet pour les chercher, les sports qu'on veut voir. Là, à la TV, c'est vraiment moins accessible. Mais je regarde le hockey féminin tout le temps quand il y en a. Mais je comprends que monsieur, madame, tout le monde, qui sont pas tant sportifs et tout, c'est un peu moins rapide. Veux pas, peu importe le sport.
Sauf que c'est différent, il faut le regarder différemment. T'sais. Je ne regarde pas une game de volley de filles de la même façon qu'une game de volley de gars. Ce pas les mêmes choses qui sont intéressantes. T'sais. Mais si c'était plus diffusé, puis avec les commentateurs qui expliquent qu'est-ce qui est plus le fun dans ce genre de match-là féminin, ben, tu vas adapter ton œil. Comme le tennis féminin, c'est très regardé, puis il y en a plein, ben, on ne regarde pas la game de. C'est pas la même chose qui est le fun dans le tennis féminin, c'est la longue échange, puis le gros jeu d'échecs. Masculin, c'est plus le gros service. La puissance, exact. Exact. Fait que tu peux pas le regarder de la même façon. Ça se compare pas, mais c'est sûr que plus on va donner de place aux filles, c'est sûr que ça va aider. Je sais pas si ça va devenir égal, mais ça va aider, c'est sûr. Je pense que je vais vous réinviter pour un épisode 2 une partie 2 de cet épisode-là, parce qu'honnêtement, on aurait pu continuer encore vraiment longtemps. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que si les gens ont aimé l'épisode, Guylaine, la bonne nouvelle, c'est que toi, tu co-animes un autre balado avec Marc Durand, Jouer comme une fille. D'ailleurs, la deuxième saison vient de partir. Oui, qu'est-ce qui s'en vient comme thématique ou comme invité peut-être pour nous donner une idée? Bien, on ouvre la saison avec Marie-Josée Turcotte qui revient de Tokyo, alors qui va partager avec nous un peu ce qu'elle a vécu. On a aussi Claudine Douville qui a Ouais. commenté la Formule 1 qui a remplacé M. Hood. Je sais. C'est ça qui était un méchant défi. Alors, donc, ces deux femmes là, donc, du monde du sport qui sont inspirantes et vraiment, on veut en apprendre plus. On a aussi des rencontres avec des athlètes paralympiques qui vont être avec nous. On a aussi des athlètes olympiques. Je pense à Sandrine Brown qui a démarré un projet pour les athlètes féminines, pour elle-même qui est encore athlète, elle fait quelque chose avec les plus jeunes parce qu'elle est inquiète, ça l'inquiète de voir qu'il n'y a pas assez de filles qui s'en vont en ski de fond. Fait qu'elle a décidé de prendre ça en main puis de mettre en place avec une collègue vraiment des camps pour les filles. Fait que Sandrine va venir nous parler de ces initiatives-là. Fait qu'on on va continuer en fait à la fois expliquer c'est quoi la situation par la recherche, mais tout le temps avoir des invités qui sont sur le terrain puis qui disent qu'est-ce qu'ils font pour faire avancer les choses. Et on a également Samuel Ouellette qui est au HEC, donc HEC Montréal, qui ont maintenant le pôle sport, qui ont parti Ouais. l'espace leadership féminin pour justement qu'on ait plus de femmes en poste de leadership. Et donc, Samuel va venir nous expliquer un peu cette initiative-là. Fait que c'est vraiment, on a le goût d'inspirer les gens, à la fois de dire, ben c'est ça le problème, parce qu'il y en a encore un, parce qu'il y en a qui pensent que tout est réglé en sport puis on chiale pour rien. Mais non, fait que là, moi, je suis là avec la recherche pour dire non, non, il y a encore des choses, mais il y a des solutions. C'est ça que je veux montrer. Puis je pense que je vais voler Patrick pour l'amener de l'autre bord aussi avec Jouer comme une fille. Là, il est pogné avec Tu moi. Là. m'enverras mon 10 Pat. Là, je vais être obligé de m'acheter des écouteurs comme Guylaine, par exemple, si je fais ça. Ça va, effectivement, ça va avec le profil. Tu as monté d'une catégorie. Patrick, de ton côté, la saison de volley se poursuit là, en RSEQ. Comment ça se passe? Oui, bien là, ça fait du bien de recommencer. Là, ça faisait 1 an et demi là, qu'on n'avait pas eu de compétition. Là. Les premières compétitions, là, le D1 était commencé, mais en fin de semaine, là, toutes les équipes sont en action là, régionalement. Là, fait que ça va être le premier tournoi pour beaucoup, beaucoup de jeunes en fin de semaine au volley. Là, fait qu'il est très fébrile cette semaine dans le gym. C'est le fun à voir. Là. En tout cas, je pense que tes athlètes et tes étudiants vont être bien fiers de ton passage à l'épisode d'aujourd'hui. Oui, beau modèle, vraiment. On a besoin de plus. On va te cloner. On va te cloner. Hein? il y en a beaucoup de bons. Il y en a d'autres bons. J'en connais beaucoup. Oui. Guylaine, Patrick, merci infiniment. Puis on rappelle aux gens d'aller voir ton balado, Guylaine, que tu co-animes avec Marc Durand, Jouer comme une fille. Allez voir ça. Merci. Merci. Le succès d'une finale des Jeux du Québec, bien souvent, ça repose sur l'implication des précieux bénévoles. Et justement, cette semaine, dans le segment « Saviez-vous que ?», on vous donne toute l'information relative à la campagne de recrutement de bénévoles qui vient tout juste de débuter. Saviez-vous que le comité organisateur des Jeux du Québec Laval 2022 a besoin de vous? Le défi vous intéresse? Vous êtes une personne retraitée, un étudiant de 14 ans et plus, un adulte qui souhaite s'impliquer ou tout simplement, vous êtes un mordu de sport. Peu importe votre profil, il y a une place pour vous. Dès maintenant, nous avons besoin de 250 bénévoles organisateurs.
c'est-à-dire des gens qui travailleront de concert avec le comité organisateur pour planifier les activités en amont de la finale et qui occuperont un rôle de supervision durant l'événement. Vous souhaitez plutôt vous impliquer uniquement pendant les Jeux? C'est possible de le faire. Plus de 2000 bénévoles terrain sont essentiels pour répondre aux besoins et seront des acteurs importants pour assurer le succès de cet événement significatif pour la jeunesse sportive québécoise. Soyez assurés que vous recevrez la formation et le support nécessaires pour relever le défi. Être bénévole aux Jeux du Québec, c'est avoir l'occasion d'être aux premières loges de compétitions sportives épiques et de vivre les exploits de jeunes athlètes prometteurs. Partagez la bonne nouvelle, impliquez-vous en grand nombre, que ce soit en couple, en famille, entre amis ou avec votre équipe et joignez-vous à la grande famille des Jeux du Québec. Les jeunes athlètes vous remercient à l'avance de votre implication car ceci leur permettra de vivre des moments inoubliables. Merci à Sylvie Whittom, responsable du comité de recrutement de bénévoles du COFGQ Laval 2022. C'est notre bénévole chouchou. Sylvie fait un travail exceptionnel et on vous invite évidemment à vous inscrire. Vous voyez au bas de l'écran les informations. Alors voilà. Et remercier aussi mes invités d'aujourd'hui, Patrick L'Espérance, Guylaine Demers. Ça a vraiment été un plaisir de les recevoir. Aujourd'hui, c'était le 10e épisode. Si jamais c'est la première fois que vous nous écoutez, c'est l'occasion de nous découvrir, mais aussi de réécouter tous les autres épisodes. Ils sont disponibles au rds.ca/balado-diffusion, aussi sur différentes plateformes d'écoute, entre autres le iHeartRadio. Merci à vous d'avoir été à l'écoute, parents, entraîneurs, athlètes, bénévoles peut-être. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de nos premiers podiums, là où on discute de sujets qui vont bien au-delà du sport.